Un slider est un accessoire encombrant, voire très encombrant. Il est difficile de passer inaperçu en ville avec, et il est très fastidieux pour la mise en place et le transport. Cependant, il s'agit d'un superbe moyen pour dynamiser les perspectives, mettre en valeur un premier plan, ou donner à voir davantage de la scène lorsqu'on le combine à un panoramique. Un timelapse est déjà quelque chose de visuel, avec énormément de mouvements dans l'image. Mais la motorisation donne ce petit côté waouh supplémentaire qui fait basculer davantage le timelapse du côté de la vidéo que de la photographie. Durant quelques jours, j'ai pu me procurer via Puzzle Video un slider motorisé, le Shark Slider d'iFootail dans sa version SA1. Et du coup, j'ai voulu vous faire avec cette vidéo un petit retour d'expérience et vous parler des quelques petits trucs que j'ai appris durant cette session de timelapse. Bon, du coup, j'ai été louer le slider aujourd'hui chez Puzzle Video et maintenant ma réflexion du moment c'est comment est-ce que je vais transporter tout ça parce qu'il y a 2 trépieds, le slider, la motorisation et bien sûr les appareils photo dont celui pour vlogger. Ma solution que j'ai trouvée du coup c'est tout simplement prendre une valise à roulettes, j'en ai une assez grande et du coup qui pourra tout transporter sans problème. J'ai même essayé je pense de monter le slider directement avec son extension d'1,20 m, comme ça j'ai moins de manip à faire sur place. L'encombrement est la contrainte numéro 1 lorsqu'on shoot avec un slider motorisé. Long à mettre en place, lourd et gros pour le transport, le fait qu'il y ait besoin de 2 trépieds pour une bonne stabilité, le temps pour passer d'un spot à l'autre qui est décuplé à cause des temps d'installation et désinstallation, tout ça transforme une simple balade photo en une expédition d'alpinisme, surtout en temps de grève. Bien entendu, si on oublie les inconvénients, il y a des avantages à avoir un slider motorisé assez lourd, si on met de côté bien entendu le mouvement que ça donne à vos timelapses, et le principal c'est la stabilité. Je me suis retrouvé plusieurs fois à shooter sur les ponts de Paris qui transmettent vraiment bien les vibrations des passants et des cyclistes jusqu'à votre trépied qui soutient le slider, et je n'ai eu aucun timelapse qui s'est retrouvé inutilisable à cause de ça. Et quelque part ça fait du bien de savoir que votre matériel tient le coup quelles que soient les conditions et ça vous permet d'envisager beaucoup plus sereinement un timelapse dans des conditions précaires comme celle-ci. Aujourd'hui, après cette expérience avec le Shark Slider d'iFootail, je serais vraiment très curieux d'utiliser leur version mini parce que je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée à mon usage qui est de faire des timelapses aux 4 coins d'une ville avec un petit appareil photo. Je pense que ce qui fait la qualité mais aussi le défaut du Shark Slider d'iFootail, c'est vraiment qu'il est conçu pour des caméras beaucoup plus lourdes qu'un simple boîtier photo, ce qui fait qu'il est très stable mais beaucoup trop lourd pour mon usage personnel. Le second point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la motorisation. Quelle motorisation adopter pour votre slider ? Dans mon cas, il n'y avait que le chariot qui était motorisé, la tête était fixe et je me suis très vite rendu compte que cela allait être contraignant. Le vrai problème que j'ai, c'est que je m'en étais déjà rendu compte en allant chez le loueur, chez Puzzle Video, mais l'absence de tête motorisée, ça crée un vrai problème pour pas mal de compositions parce que je peux jamais compenser alors le tilt, mais surtout le pan. Et c'est vrai que quand vous voulez garder un sujet aux 2/3 de votre composition, c'est impossible du coup. Et donc là par exemple ce plan de statue où j'essaye un peu de voir le palais de Tokyo qui tourne derrière elle, au final je peux pas tellement avoir le mouvement que je souhaite et du coup je suis obligé de m'en faire un plan un peu bâtard, ce qui est un peu dommage. Pour essayer de contrer le problème que j'ai eu avec cette tête fixe, j'ai utilisé 2 méthodes en post-production. Tout d'abord, j'ai exporté mes timelapses en format 3/2 et non 16/9 directement, ce qui m'a permis d'avoir de la marge en haut et en bas. Et derrière ça, sur Premiere Pro, j'ai utilisé les fonctions d'animation et de keyframes afin d'animer justement les timelapses et de compenser les compositions afin de les rendre plus travaillées et plus dynamiques.
troisième point que je voulais aborder, c'est la notion de timing. Dans tout timelapse, le timing est une notion primordiale, notamment par rapport à la lumière et la météo. Mais la motorisation du slider rend la notion de timing encore plus complexe que sur un trépied. Lorsque vous êtes sur trépied, vous pouvez lancer votre timelapse et ne sélectionner que la portion qui vous intéresse dans le résultat final. Lorsque vous lancez un timelapse motorisé, vous devez vous assurer que le début et la fin de votre timelapse vous intéressent tout autant parce que tout doit se passer dans la période que vous avez calculée. Et donc vous devez beaucoup plus anticiper ce qui va se passer d'un point de vue lumière, météo, mais aussi tout ce qui va se passer devant votre appareil photo. C'est quelque chose qui est assez dur à apprendre, surtout lorsque la météo est difficilement prévisible, mais au final ça vous permet d'avoir des résultats très très chouettes, comme par exemple l'extinction ou l'allumage des éclairages publics au beau milieu de votre slider lorsque vous prenez un coucher ou un lever de soleil. Pour terminer avec ce retour d'expérience, je voulais juste vous faire un dernier petit point autour du matériel. Depuis que je me suis mis à faire des timelapses, j'ai remarqué deux petits problèmes qui m'embêtaient avec le Sony. Par moment, il ne respectait pas toujours les intervalles assez courts que je lui donnais. Et en plus de ça, je n'arrivais pas toujours à changer les réglages d'exposition lorsque j'avais un intervalle assez court entre les photos. Comme si, en fait, l'appareil photo était gelé. Que ce soit avec mon intervallomètre ou celui du SharkSlider d'iFootage, je rencontrais toujours ce problème et après une enquête, j'ai trouvé via le site d'LR Timelapse un petit hack qui va vous permettre de vous aussi solutionner ce problème si vous le rencontrez. Grosso modo, même si vous êtes en focus manuel, le site explique que les intervallomètres envoient un signal d'autofocus durant lequel votre caméra ne vide plus sa mémoire tampon, empêche le preview de fonctionner pour ceux qui en ont besoin, et chez Sony, il semble également créer ces problèmes de caméra gelée. Et donc, le site d'LR Timelapse vous explique comment vous débarrasser de ce signal d'autofocus qui est pas du tout utile dans le cas de la timelapse. Bien entendu, je vais vous mettre en description le lien du site pour que vous puissiez faire votre petit hack à votre intervallomètre si vous aussi vous faites des timelapses. Et au final, vous allez voir, c'est tout simple, il suffit juste de dénuder les câbles, identifier à quel câble correspond quel signal et de faire 2 points de soudure. Et pour moi, ça a parfaitement fonctionné, je peux enfin, sans problème, régler mon exposition, même si j'ai moins d'une demi-seconde d'intervalle entre les deux photos. Voilà pour ce retour d'expérience autour du SharkSlider d'iFootage. J'ai pas parlé en détail du slider, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je pourrais y répondre sans problème en commentaire. À l'avenir, je pense que je vais faire 2 autres vidéos dans ce genre-là autour de l'hyperlapse, mais aussi des sliders motorisés avec tête motorisée. Comme vous l'avez vu, j'ai également utilisé pour cette vidéo un nouveau setup son, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça rend, autant du point de vue visuel que audio. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.